Le dark web, ça fascine toujours autant, hein, mais ça fait un peu froid dans le dos aussi. On se souvient tous de Silk Road, ce supermarché de la drogue en ligne qui a été démantelé en 2013. Oui, un gros coup à l'époque. On pensait que c'était fini, mais en fait non. Un monstre encore plus gros a pris la place, Alphabet. Souvent, on dit que c'était le plus gros site de l'histoire du dark web. Carrément, c'est ça. Pour remettre dans le contexte, bon, la fermeture de Silk Road et l'arrestation de Ross Ulbricht. D'ailleurs, il a été gracié début 2025, mais ça c'est une autre histoire. Mhm. Ça n'a pas du tout arrêté le trafic. Au contraire même. Aux États-Unis, les overdoses explosaient, surtout à cause du fentanyl. C'est terrifiant ce truc, 100 fois plus puissant que la morphine. Ah oui, les chiffres sont terribles. En 2016, on parle de 18 000 morts. Et la source principale, ça restait le dark web. Et justement, notre discussion aujourd'hui, elle s'appuie pas mal sur une vidéo YouTube très bien faite de la chaîne Technotrash. Ils ont vraiment retracé toute l'histoire d'Alphabet, l'ascension, la chute. C'est assez complet. Ok, super source. Alors l'idée, c'est de comprendre comment ce nouveau géant a pu sortir des cendres de Silk Road. Qui était vraiment son créateur, ce fameux Alpha 02, et puis analyser pourquoi ça s'est terminé de façon si brutale. Bon, on se lance? Allons-y. Alors, Silk Road disparaît. Forcément, ça laisse un vide. Un appel d'air, Exactement. Le roi est mort, vive le roi, en quelque sorte. c'est ça. Et Alphabet, fondé par ce mystérieux Alpha 02, a sauté sur l'occasion pour construire quelque chose d'encore plus énorme. Ah oui, les chiffres donnent le tournis. Alphabet, c'était 200 000 acheteurs, 40 000 vendeurs. Quand même. Et rien que pour les drogues, on avait plus de 21 000 annonces différentes. C'est quasiment le double de Silk Road à son apogée. Le double. Certaines estimations pour 2017 parlaient de ventes autour de 600 000 euros par jour. 600 000 euros par jour, c'est fou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Alphabet, c'était pas que la drogue, hein. Non, pas du tout. Au départ, c'était même plutôt orienté cybercriminalité. Ah oui? Ouais. Vente de faux papiers, données de cartes bancaires volées, des identifiants pour des comptes piratés, genre Uber, ce genre de choses. Ok. Et c'est seulement après que l'offre s'est élargie aux drogues et aux armes. Et ça, c'était une vraie nouveauté par rapport à Silk Road. C'est ça la différence majeure, en fait. Exactement. Alphabet a été le premier à vraiment fusionner les deux grands marchés illégaux du dark web, la cyberfraude et le trafic de drogue et d'armes. Silk Road, c'était vraiment focus drogue. D'accord. D'autres sites ont bien tenté après Silk Road, hein. On a eu Evolution, Agora, mais Alphabet les a tous écrasés, justement grâce à cette diversification et à son échelle. Ça l'a rendu incontournable, quoi. Et concrètement, comment ça marchait? J'imagine que l'anonymat, c'était la clé de tout. Absolument. La base, c'était le réseau Tor. Ce système qui fait rebondir ta connexion partout dans le monde pour masquer ton adresse IP. Super important. La base. Mais au-delà de ça, un truc qui a fait le succès d'Alphabet, c'était son interface. Apparemment, elle était super simple à utiliser, très intuitive, un peu comme Amazon ou eBay, tu vois, Ah ouais? avec des filtres de recherche, des notes pour les vendeurs, une messagerie interne. Très user-friendly, comme on dit. Une sorte d'Amazon du crime, mais facile d'accès. Bon, il y avait quand même des limites, des règles, hein? Oui, Alpha 02 avait fixé des lignes rouges claires. D'abord, interdiction absolue de vendre ou d'échanger des contenus pédopornographiques. Ça, c'était non négociable. Ok, ça parlait logique, enfin. Et une autre règle, plus surprenante, interdiction de s'attaquer à des intérêts russes ou de faire des trucs illégaux qui visent la Russie. Ah! Voilà! La fameuse règle sur la Russie, ça, plus sa signature parfois en russe, soyez prudents, frères. Les enquêteurs, ils se sont dit direct, ok, c'est un russe. Mais oui, ça semblait logique. Il protège son pays, il veut pas d'ennui avec les autorités russes. Ça tenait la route comme hypothèse. Ça tenait la route, mais c'était complètement faux. Une impasse totale. Ah bon. Derrière Alpha 02, en fait, il y avait Alexandre Cazès, un jeune homme né au Québec en 1991. Québécois, rien à voir. Rien à voir. Un type décrit comme super intelligent, très doué en informatique, mais avec un profil super lisse, quoi. Pas de casier, il buvait pas, il fumait pas. On est loin, très loin du cliché du baron de la drogue, du cybercriminel endurci. Un profil lisse, mais qui brassait des millions alors. Comment il a fait pour gagner autant d'argent si vite? C'était un système de commission tout bête, mais hyper efficace. Alphabet prenait entre 2 et 4% sur chaque transaction. Ah oui. Et avec des centaines de milliers d'euros de ventes par jour, ça a fait une fortune colossale très très vite. Et
cette fortune, il la cachait ou pas tant que ça? Justement, pas tant que ça, il y avait des signes extérieurs de richesse assez voyants. Ah ouais, genre quoi? Des voitures de sport, une Lamborghini Aventador à presque 700 000 euros, une Porsche. La totale. Et surtout, il investissait massivement dans l'immobilier. Une résidence à Antigua et Barbuda, 400 000 $, une autre à Chypre, 2,5 millions d'euros, et il s'était installé principalement en Thaïlande. Là-bas, il avait 3 maisons, dont une villa immense à Bangkok, estimée à 6 millions de dollars. Mais ces achats IMO, c'était pas juste pour flamber. Il y avait une stratégie derrière, j'imagine. Tout à fait. C'était très calculé. Les investissements, surtout à Antigua et Chypre, c'était pour les programmes de citoyenneté par investissement. Ah, pour avoir les passeports? Exactement. Il a eu la nationalité d'Antigua en 2016 et il avait lancé la procédure pour Chypre. Double objectif, avoir des passeports pour bouger plus facilement, brouiller les pistes et bien sûr blanchir l'argent sale. Malin? Il avait aussi monté des sociétés écrans basées à Hong Kong, au Belize, pour masquer d'où venaient les fonds. Et officiellement, c'était quoi sa couverture? Il disait quoi pour justifier ce train de vie de pacha? Officiellement, il se présentait comme programmeur informatique. Il avait sa propre petite boîte, EBX Technologies, qu'il avait créée au Québec en 2008, bien avant Alphabet. Ah d'accord. Et pour justifier la fortune soudaine, il disait avoir investi très tôt dans le Bitcoin et d'autres cryptos, et que ça avait explosé. Ce qui n'était pas complètement faux, Les transactions sur Alphabet se faisaient en crypto. Mais bon, l'essentiel venait des commissions illégales, évidemment. Donc une double vie assez dingue à Bangkok. Installé là-bas, marié à une Thaïlandaise qui attendait un enfant au moment des faits. Oui, et apparemment, la presse locale les décrivait même comme un des couples les plus riches du pays. Incroyable. Et sa famille au Québec, sa mère, et se doutait de rien? Apparemment non. Sa mère venait le voir en Thaïlande de temps en temps, mais elle ignorait toutes ses activités. C'est difficile à imaginer quand on sait, d'après la vidéo source, que certains de ses tiroirs débordaient littéralement de liasses de billets. Le décalage est fou. Complètement. Entre la façade et la réalité de son empire criminel. On a donc ce jeune Québécois, super intelligent, à la tête d'un empire criminel mondial, qui vit dans le luxe en Thaïlande, qui semble avoir pensé à tout pour se couvrir, et pourtant, tout va s'écrouler. Et là, l'histoire devient presque absurde. Comment c'est possible? Une erreur bête, c'est exactement ça. Une erreur de débutant, presque. Le truc qui déclenche tout, ça arrive en décembre 2016. Un agent de la DEA, l'agence antidrogue américaine, Oui. reçoit une info d'une source anonyme. Une info sur les tout premiers emails envoyés par Alphabet, les emails de bienvenue, au tout début du site, des années avant. Des vieux emails de bienvenue? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans de si terrible? C'est ça qui est fou. En regardant les détails techniques, les métadonnées de ces emails, les enquêteurs trouvent l'adresse qui a servi à les envoyer. Prêt? Vali? pimpalex91@hotmail.com. Non. pimpalex91@hotmail.com pour gérer le plus grand site du dark web? C'est une blague? Pas une blague, une négligence incroyable pour un type censé être un pro de la sécurité. Mais c'est tellement amateur. Exactement. Et là, les enquêteurs, ils n'ont même pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Une simple recherche Google sur cette adresse, et c'est le jackpot. Et ils trouvent quoi avec Google? Ils tombent sur un vieux profil Skyblog. Tu sais, les blogs de l'époque. Ah oui, les skyblogs. Avec une photo d'Alexandre Caz, ado. Il trouve aussi un profil sur un site de rencontre où il disait avoir 17 ans en 2008. Ça confirme le 91 de l'adresse, son année de naissance. D'accord. Et le clou du spectacle, des messages postés des années auparavant sur le forum français commentquamarche.net. Un forum d'entraide informatique. C'est ça. Et devine sous quel pseudo il postait. Non. Alpha 02. Bingo, Alphadero 2. Et dans certains messages où il posait des questions techniques, il signait avec son adresse pimpalex91@hotmail.com et son nom complet, Alexandre Caz. C'est pas possible. Il a laissé une trace pareille. Son pseudo d'admin lié à son vrai nom et son email perso. Incroyable mais vrai. Une fois qu'ils ont eu le nom, ça a été facile de confirmer qu'il était en Thaïlande via LinkedIn, Facebook. L'erreur d'obsèque, de sécurité opérationnelle absolument fatale. L'erreur de base qui fait tout tomber. Mais bon, l'identifier, ça suffisait pas, j'imagine. Non, exactement. C'était pas suffisant. Le gros défi, c'était de l'arrêter au bon moment. C'est-à-dire?
Il fallait le choper pendant qu'il était connecté à Alphabet en tant qu'admin, avec son ordinateur portable ouvert et surtout non verrouillé. Ah oui, pour accéder au serveur, aux données. C'est ça. S'il avait eu le temps de fermer sa session, de crypter ses disques durs, une partie des preuves et surtout l'accès à l'infrastructure aurait pu être perdue. Donc, l'arrestation devait être parfaitement synchronisée. Chaud. Comment ils ont préparé ça? J'imagine une grosse coordination. Grosse coordination, oui, entre les Américains, FBA, DEA et la police thaïlandaise. Ils ont mis en place une surveillance H24 sur Kazes pendant plusieurs semaines. Physique et technique. Et les deux. Ils suivaient ses maisons, sa voiture, ses déplacements, ses communications. Tout était surveillé. Sa routine était assez classique finalement. Beaucoup de temps sur son ordi, sûrement à gérer le site. Et des sorties? Oui, des sorties. La banque, des cours de taille, du shopping de luxe, des dîners au resto, soit avec sa femme, soit apparemment avec d'autres femmes. D'accord. Et l'enquête, elle a révélé d'autres choses sur lui, sur sa personnalité? Oui, en creusant ses activités en ligne, ils sont tombés sur des messages qu'il postait sous un autre pseudo, Roméo, sur un forum assez masculiniste. Ah, Il y parlait de trucs assez perso, la séparation de ses parents qu'il avait marqué, l'absence de son père, son sentiment d'être en décalage quand il était jeune, les petits boulots. un côté plus vulnérable peut-être? Peut-être. Mais à côté de ça, il se vantait de ses techniques de drague, de ses dépenses folles pour impressionner, de ses préférences sexuelles assez spécifiques, genre rapport non protégé, femme non occidentale ou vierge. Hmm. Il disait même filmer toutes ses relations, soi-disant pour se protéger de fausses accusations, tout en minimisant la gravité du viol. Assez troublant comme personnage. Ouais, complexe. Et pendant qu'ils le surveillaient comme ça, ils essayaient aussi de pister l'argent sur Alphabet, même. C'était faisable avec les cryptos? C'était hyper compliqué. Alphabet avait un système de portefeuille interne. Les utilisateurs déposaient leurs bitcoins ou autres cryptos sur leur compte Alphabet avant de pouvoir acheter. D'accord. Et pour rendre le traçage difficile, Alphabet avait mis en place un système de micro-mouvements. Quand tu payais un vendeur, l'argent passait par plein de petits portefeuilles internes au site. Ça brouillait les pistes sur la blockchain. Malin le système. Très malin. L'analogie dans la vidéo source, c'est comme si tu donnais l'argent à plein de gens qui se le passent avant d'acheter ton pain. Ça rend difficile de remonter à la source. Et en plus, il y avait toujours cette peur de l'exit scam. Ah oui, le coup classique où les admins se barrent avec la caisse. Exactement, la hantise de tous les utilisateurs de ces plateformes. Mais cette peur de l'exit scam, ça a pas pu aider les enquêteurs d'une manière ou d'une autre? Oui, indirectement. Ils ont eu une idée assez brillante. Ils se sont dit: qui sur cette plateforme aurait une confiance absolue au point de laisser des sommes énormes sur son compte sans craindre que tout disparaisse? Ben, l'admin lui-même, Alpha02. Voilà. Donc ils se sont mis à analyser tous les flux financiers internes, à chercher les comptes qui accumulaient des montagnes de crypto, sûrement grâce aux commissions de 2 à 4%. Ça a dû être un travail de fou, hein? J'imagine. Analyser toutes ces microtransactions. Mais ça a marché, ils ont réussi à identifier le compte principal de Case sur Alphabet et à voir qu'il y stockait une fortune. Ok. Là, l'étau se resserre vraiment. L'arrestation est proche. Raconte-nous comment ça se passe. On est début juillet 2017. Les enquêteurs décident que c'est le moment. Et ils montent un scénario. Digne d'un film. Le 5 juillet, une voiture vient percuter volontairement le portail de la villa de Kazes à Bangkok. Un faux accident, quoi. C'est ça. La conductrice, c'est une policière thaï, en civil. Elle sort, elle s'excuse platement auprès de la femme de Kaz qui est sortie voir le bruit. Pendant ce temps, Kaz, lui, il est où? Dans son bureau, sur son ordi, connecté à Alphabet. Exactement. Le bruit l'alerte, il regarde par la fenêtre. Et là, la policière insiste. « Oh là là, je suis désolée, je débute. Il faut que votre mari descende voir les dégâts. » L'objectif, crucial. Qu'il descende vite, sans penser à fermer ou verrouiller son ordi. Et il marche. Il marche, apparemment un peu agacé, mais sans se méfier. Il descend, en short, et à peine il passe la porte, Embuscade. des dizaines de policiers thaïs et d'agents américains planqués tout autour surgissent. Ils l'interpellent. Il essaye de résister, de s'enfuir en courant, mais il est vite maîtrisé, menotté au sol. Et leur dit... C'est le moment critique. Priorité absolue. Pendant qu'il maîtrise Kazes en bas, un agent fonce à l'étage dans le bureau. L'écran de l'ordi portable est en veille. Oh non. Suspense. L'agent bouge la souris et l'écran s'allume. La session admin d'Alphabet est ouverte, pas verrouillée. Ouf.
Gagné. Bingo! Accès total et direct à toute la plateforme. Serveur, compte, communication. Victoire totale pour les forces de l'ordre. Énorme. Et il faut bien voir que cette arrestation, c'était qu'une partie d'une opération internationale encore plus grande, coordonnée par Europol, l'opération Bayonette. Ah oui. Au même moment, aux Pays-Bas, la police néerlandaise réussissait un coup de maître en prenant secrètement le contrôle d'un autre gros marché noir, Hansa. Ils l'ont laissé tourner sous leur contrôle pendant des semaines. Pour choper tout le monde. Exactement, récolter des infos sur des milliers de vendeurs, d'acheteurs, avant de le fermer. Donc, la chute d'Alphabet et celle de Hansa, ça a vraiment mis un coup d'arrêt majeur au milieu à ce moment-là. Mais l'histoire de Cazès, elle ne s'arrête pas là et elle prend une tournure assez sombre après son arrestation. Oui, c'est la partie tragique. Une semaine à peine après son arrestation, le 12 juillet 2017, Alexandre Cazès est retrouvé mort dans sa cellule, à Bangkok. Une semaine après. La version officielle des autorités thaïlandaises, c'est le suicide. Pendaison avec une serviette de toilette. Et les raisons invoquées? La thèse officielle, c'est qu'il voulait échapper à son extradition vers les États-Unis. Il risquait très gros là-bas, avec 16 chefs d'accusation. Trafic de drogue, racket, blanchissement, usurpation d'identité. Sans doute des décennies de prison l'attendaient. Un suicide pour éviter la justice américaine. C'est plausible, mais cette version, elle est contestée, non? Oui, fortement. Sa famille, surtout sa mère et son avocat canadien, n'y ont jamais cru. Sa mère a même dit aux médias « on a voulu le faire taire ». Carrément. Son père attendait une autopsie indépendante. La famille semblait aussi un peu dans le déni par rapport à ce qu'il faisait vraiment. Il préférait voir l'image du jeune qui avait juste cédé à l'appât du gain. C'est humain, quelque part. Oui. Et la vidéo source raconte un détail assez triste. Sa mère, qui était toujours conductrice de bus au Québec, n'avait même pas les moyens de payer la concession au cimetière, genre 4 000 $. Elle a fini par l'avoir pour moins cher. Elle dit qu'elle trouve du réconfort aujourd'hui avec sa petite fille, l'enfant d'Alexandre, qui est née après sa mort et qui vit en Thaïlande. Triste fin. Et l'argent, ils ont saisi beaucoup. Oui, les autorités ont mis la main sur environ 23 millions de $ d'avoirs liés à Cazès. Bon, alors là, on se dit, fin de l'histoire. Alpha fermé, créateur mort, rideau. On pourrait croire, hein. Mais, coup de théâtre, en août 2021, le site Alphabet réapparaît en ligne. Quoi? Mais comment? Qui a fait ça? C'est un type connu dans le milieu sous le pseudo D-Snake. Il se présente comme l'ancien chef de la sécurité d'Alphabet, le bras droit d'Alpha 02, qui était resté dans l'ombre jusque-là. De Snake? Et il veut quoi? Relancer le business. Il dit qu'il veut laver le nom d'Alphabet et perpétuer l'héritage d'Alexandre Quez. Il donne sa version des faits. Ah oui? Il confirme que la règle sur la Russie, c'était bien pour protéger des membres de l'équipe là-bas, et surtout, il réfute complètement la thèse du suicide. Il prétend qu'il y avait un plan d'évasion pour Quez en cas d'arrestation. Un plan d'évasion, ah ouais. Donc, il relance Alphabet avec de nouvelles règles. Toujours pas de pédoporno, mais il ajoute l'interdiction de vente du fentanyl peut-être une réaction aux critiques, et aussi, plus bizarre, des vaccins contre le Covid-19. Des vaccins? Pourquoi? Aucune idée précise donnée. Et techniquement, il passe tout sur Monero, une crypto encore plus anonyme et difficile à tracer que le Bitcoin. Donc, en voulant réhabiliter Cazès, il confirme aussi que c'était bien lui le chef, ce qui met fin au doute de la famille d'une certaine façon. Exactement. C'est un peu ironique, et ça montre bien ce cycle sans fin, non? Carrément. Ça rappelle une citation d'Alpha 02 lui-même d'une interview de 2015. Ah oui, laquelle? Il disait « Les tribunaux peuvent arrêter un homme, mais pas une idéologie. Les marchés du dark web existeront toujours tant que la guerre contre les drogues n'aura pas pris fin. » Assez prophétique, hein? Totalement. Et ça se vérifie. La lutte continue. Même après la réouverture d'Alphabet par The Snake, la police n'arrête pas. Non. Non. La même année, 2021, Europol a annoncé avoir démantelé Dark Market, une autre grosse plateforme qui avait essayé de prendre la place et qu'il décrivait à ce moment-là comme le plus vaste marché noir. Le jeu du chat et de la souris, ça continue encore et toujours. Quelle histoire, quand même. Une ascension incroyable, basée sur une idée maligne, mélanger cybercrime et drogue. Le tout sur un site facile à utiliser. Oui, Une chute provoquée par une erreur humaine, presque comique, si c'était pas si grave. La découverte de cette double vie complètement folle, et cette impression que c'est marché, c'est comme l'hydre de Lerne. Tu coupes une tête. ouais, une autre pousse aussitôt. C'est exactement ça. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au-delà de l'enquête policière, des détails techniques, je trouve que ça pose des questions assez profondes. Déjà sur la faillibilité humaine. Même au cœur d'un système qui se veut ultra sécurisé, anonyme, l'erreur est possible.
L'email de case, c'est emblématique. L'erreur bête qui fait tout basculer. C'est ça. Et puis, il y a le déni. Son déni apparent du risque, peut-être, hein, le déni de sa famille face à la réalité. Qu'est-ce que ça dit sur notre propre capacité à ignorer ce qui nous dérange? Bonne question. Et enfin, cette persistance folle des marchés noirs en ligne. Malgré tous les démantèlements, ça revient toujours. Ça interroge vraiment sur l'efficacité et peut-être même les effets pervers de cette fameuse guerre contre les drogues dont parlait AlphaZero 2. Si la demande est là, Si la demande est là et si la technologie offre toujours de nouveaux moyens, est-ce qu'on peut vraiment gagner cette guerre juste par la répression? Ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement? C'est une question qui dépasse largement l'affaire Alphabet, je crois. une réflexion à poursuivre, assurément.